Aujourd'hui, je fais la rencontre d'Alexis Lloyd. Alexis Lloyd, c'est un réalisateur de cinéma qui va se présenter à nous, évidemment. On va parler d'un projet qui, pour l'instant, n'est pas encore programmé en France. C'est un peu un ovni artistique cinématographique. Vous allez évidemment rentrer dans le détail de ce projet artistique, mais qui en même temps a une vraie vocation, on va dire, quasi thérapeutique. Mais tout ça, vous allez nous l'expliquer. Ce projet s'appelle Group The Schopenhauer Effect. Bonjour Alexis Lloyd et bienvenue à la radio du cinéma. Bonjour. Alors déjà, la première des choses que j'ai envie de vous demander, c'est qui êtes-vous et comment est-ce que vous avez atterri dans le milieu du cinéma? En haut, vous m'expliquez que vous étiez issu d'une famille où il y a déjà en fait des membres de votre famille qui ont travaillé dans la psychanalyse, à commencer par votre papa, si je ne me trompe pas. Expliquez-nous un petit peu quel est votre parcours et comment est né ce projet. Pendant longtemps, j'ai essayé d'éviter à la fois de faire des films et d'éviter de toucher au sujet de la psychanalyse et de ce qui tournait autour de la psychanalyse, bien que les rapports avec le cinéma soient extrêmement proches depuis la naissance du cinéma et la naissance de la psychanalyse qui sont contemporains. Donc je suis français, mais j'ai passé 35 ans à l'étranger. Je suis rentré il y a juste 2 ans ici à Paris et j'ai tourné ce film à New York. Donc j'ai commencé dans le cinéma au début des années 90 avec Paul Rassam et Claude Berry. Mais j'ai peu travaillé en France, donc en fait très vite je suis parti travailler d'abord en Australie, ensuite en Californie, en Angleterre, où Jérôme Seydoux m'a demandé de prendre pendant quelque temps la direction du groupe Pathé au Royaume-Uni. Ça a duré un peu plus longtemps que ce qui était prévu, donc j'ai passé 8 ans à Londres. On a relancé le groupe Pathé aux États-Unis, en Angleterre, qui avait été en sommeil pendant une trentaine d'années, qui avait eu des heures de gloire. Hitchcock a fait ses 5 premiers films avec Pathé UK à la fin des années 20, qui étaient des moyens métrages dont on n'a pas retrouvé toutes les traces. Donc, longue histoire intéressante, et je me suis installé après mon passage à Londres, à New York. Je voulais travailler avec des acteurs de théâtre et de cinéma new-yorkais, parce que le monde du cinéma et du théâtre à New York est très différent de celui de Los Angeles. En gros, les 2 pôles du monde du cinéma aux États-Unis. Et celui de New York est beaucoup plus proche du monde européen que la machine de guerre extrêmement efficace et puissante de Los Angeles, qui est intéressante, mais qui est un autre monde. Le monde de New York est un monde où j'ai été tout de suite très... je voulais vraiment faire ce travail avec des acteurs qui passent du théâtre au cinéma à New York, avec leur tradition, avec le Actors Studio. Je suis devenu membre du Actors Studio et j'ai travaillé avec ces acteurs. Et ça, c'est en fait ce qui, je pense, m'a mis sur la piste de prendre les droits de ce livre qui s'appelle The Schopenhauer Cure de Irving Yalom. Donc Irving Yalom est un psychiatre et romancier basé en Californie, qui a écrit un certain nombre de livres qui sont très lus, plus en Europe d'ailleurs. Il y a un peu un phénomène à la Woody Allen où il a un plus grand public en Europe qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, il est plus connu comme clinicien et un des membres les plus influents de la pratique de la thérapie de groupe aux États-Unis. En Europe, il est connu pour ses romans où il y a très souvent des mises en parallèle entre différentes temporalités et des philosophes comme Nietzsche, comme Spinoza. Et il a écrit ce roman qui s'appelle en français, je crois, La méthode Schopenhauer. Et la méthode Schopenhauer raconte l'histoire d'un groupe en chapitres alternés, l'histoire de la vie de Schopenhauer, mais la vie émotionnelle de Schopenhauer, qui était très complexe, autant que celle de ses idées philosophiques, la manière dont ça s'est formulé, et la vie d'un groupe de thérapie de groupe en Californie, qui part en vrille pour une raison intéressante, qui est l'arrivée d'un nouveau venu dans ce groupe, qui menace la routine de ce groupe et lui fait questionner tous ses fondamentaux. J'ai trouvé que la situation était particulièrement intéressante
Et pendant que mon père était en vie, je me suis toujours interdit d'aborder les thèmes de la psychiatrie, de la psychanalyse au cinéma, en disant chacun son domaine. On précise que votre papa donc, était Donc psychanalyste. mon père était psychiatre et psychanalyste à Paris. Oui. Son oncle, lui, était psychiatre et psychanalyste à Londres dans les années 20, dans les années 30, qui avait rencontré Sigmund Freud. Il était vraiment dans les premiers cercles, disons historiquement, de la pratique analytique, en tout cas en Grande-Bretagne. Et mon père a pratiqué de façon un peu inhabituelle, vu qu'il était de langue maternelle anglaise. Il a beaucoup pratiqué à Paris avec des expatriés américains, anglais, qui se retrouvaient à Paris et qui avaient un choc culturel assez fort. Tout ça, ça m'a bien intéressé, et je me rappelle que quand j'ai eu 19-20 ans, il m'avait dit tu es un enfant unique, tu vas avoir besoin de faire une thérapie de groupe. Tu es handicapé par ta situation familiale d'origine. Il va falloir que tu apprennes comment ça fonctionne quand on est dans une famille symbolique ou une famille de transposition, où il y a des choses qui sont intimes, intenses, conflictuelles, où les gens projettent sur toi des choses qui n'ont pas forcément à voir avec ta manière de voir les choses, ou toi-même. Les gens se projettent des choses les uns sur les autres. Et je me suis dit, ça c'est intéressant, mais en fait, je n'ai pas du tout besoin de faire une thérapie de groupe, merci beaucoup. J'avais 19-20 ans. C'est resté quand même dans ma tête. Et quand j'ai lu le livre de Yalom, je me suis dit, tiens, ça me rappelle cette discussion que j'avais avec mon père. Mon père est mort en 2011. Et c'est à peu près un an après que j'ai lu le livre de Yalom, et ça m'est resté dans la tête. Donc et puis un ou deux de mes amis proches m'ont dit, des amis très différents les uns des autres, ah, tu devrais lire ce livre de Yalom qui, c'est comme on dit en français, enfin pas en français, en anglais, it's down your alley. C'est le genre de choses qui pourraient t'intéresser vu que j'ai fait des études de philosophie. C'est au confluent du cinéma, de la philosophie et de la psychanalyse. Alors moi, j'ai outrepassé ma résistance qui est de dire non, ben justement, je ne veux pas du tout faire ça, je veux faire un film sur un espion du KGB. Non, 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 je vais me plonger dans cette affaire qui est pour moi une affaire familiale, d'une certaine manière. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à écrire un scénario et j'ai trouvé que les dialogues ne me plaisaient pas tellement. Et donc assez rapidement, je me suis dit, je vais prendre... c'était un projet de série. Je voulais faire une série parce que je trouvais qu'il y avait un côté épisodique qui fonctionnait assez bien. De chaque semaine, le groupe se réunit. Et je me suis dit, j'ai travaillé sur mes personnages, certains venaient du roman, d'autres étaient des personnages que j'ai créés, que j'avais besoin d'un collaborateur qui soit un clinicien, un pratiquant de la thérapie de groupe. J'ai été à un congrès, le congrès national qui se tenait à New York, j'habitais à New York. La voisine de mon immeuble était une dame merveilleuse qui avait 86 ans, qui m'a dit « Ah, va voir à ce congrès annuel de thérapie de groupe, de psychanalyse de groupe. Si tu trouves quelqu'un qui veut travailler avec toi, ce sera le meilleur endroit. » Et j'ai effectivement rencontré Dr Elliot Zeisel, qui a tendu l'oreille, disons, c'est ce que font les psychanalystes, ils tendent l'oreille, aux conversations que j'avais avec les uns et les autres. Il me dit, si ça vous intéresse, moi je veux bien travailler avec vous, parce que j'en trouvais beaucoup qui n'habitaient pas à New York. Il me dit, j'habite à New York. C'est intéressant, mais ça ne va pas fonctionner votre affaire si vous ne faites pas vous-même l'expérience de venir et de passer plusieurs mois dans un groupe pour comprendre comment ça se passe de première main, disons. Et c'est ce que j'ai fait. Donc je l'ai rappelé, il m'a dit, plutôt que de vous aider à écrire, c'est à vous d'expérimenter ce que c'est, d'en faire l'expérience et de voir où est-ce que ça vous conduit, et puis on pourra travailler ensemble. J'ai commencé donc à aller chaque semaine à un groupe du mercredi soir, et j'ai été surpris par à la fois l'intensité émotionnelle, le fait que ce soit que la tonalité des conversations était comparable à nul autre, c'est-à-dire que c'est des groupes où se disent des choses qu'on pourrait dire
à sa famille et à ses meilleurs amis, mais quand souvent on ne dit pas à sa famille et à ses meilleurs amis parce qu'on craint les conséquences que ça peut avoir. Et donc il y a une forme d'intimité très particulière humaine. Il y a de l'humour qui est très nécessaire, donc on rigole beaucoup à des moments où on n'imagine pas qu'on rigolerait. Oui, pour désacraliser certains contextes. Pour dédramatiser. Dédramatiser, voilà. On est ému à des moments où on ne le soupçonne pas. Oui. Et le talent d'un thérapeute de groupe, c'est justement d'arriver à trouver ce qu'il y a de potentiellement comique dans une situation tragique, pour arriver à déplacer et à réduire l'intensité dramatique, mais aussi à ne pas laisser les conversations devenir trop superficielles et alors à les obliger d'aller dans des choses qui sont plus sensibles, qui touchent les nerfs plus à vif. Et j'ai été très convaincu par la manière dont travaillait Dr Zeissel, donc je me suis mis assez rapidement, au bout de 5 ou 6 séances, avec l'idée que je voulais que ce soit lui qui soit, et non pas un acteur, qui joue le rôle du psychanalyste, de travailler avec des acteurs pour jouer les rôles des membres du groupe, et aussi parce que je trouvais qu'il y avait une manière de travailler le langage qui était tellement spécifique, tellement particulière, tellement imprévue, que j'ai voulu que les acteurs travaillent de façon très approfondie leur rôle, mais je les ai laissés improviser. C'est ça. Les dialogues. Donc avec des intentions de dialogue, voilà. Mais pas... Donc j'ai scénarisé tout ce qui se passait, mais pas les dialogues. C'est-à-dire que, clairement, vous donnez un peu la trame, le fil conducteur des échanges. Néanmoins, l'improvisation amène énormément de naturel dans les échanges. Et ce docteur, en fait, qui est un vrai psychanalyste à la vie, fait office un peu de chef d'orchestre. C'est-à-dire que vous avez des solistes un peu partout, et puis finalement qui partagent une forme de musicalité assez personnelle, et dont l'émotion, les vibrations sont extrêmement présentes, et néanmoins avec une gestuelle très psychanalytique, c'est-à-dire très personnelle, d'absorber comme ça et de relayer les émotions pour essayer de faire en sorte que tout s'harmonise le mieux possible. Eh bien, c'est un peu quand même la synthèse de cette histoire, elle passe par ces émotions-là. Lui, en fait, il fait ce qu'il fait depuis 40 ans. C'est ça. Il fait son travail. Je lui ai demandé de ne rien faire qu'il n'aurait pas fait dans un groupe réel. C'est que, en fait, le groupe des acteurs devient un véritable groupe. Et ce que l'on filme, et ça, c'est quelque chose qui m'a intéressé. On parlait du Actors Studio, parce que j'ai trouvé qu'il y avait une très grande... il y avait beaucoup de points de contact, il y avait beaucoup de ponts entre la manière dont les acteurs travaillent leur rôle à l'Actors Studio et ce qui se passe dans les groupes de thérapie. C'est-à-dire une très grande concentration sur le moment présent. La grande différence entre la thérapie de groupe, c'est qu'elle s'intéresse à ce qui se passe dans la pièce pendant 90 minutes. Et d'ailleurs, nos prises de vue ont duré 1h30. Donc, il y a une méthode très particulière que j'ai voulu dans le tournage de ce film, qui était non seulement de inciter ou de mettre les acteurs dans une situation où ils avaient des intentions de dialogue, mais pas de leur donner les mots de leur dialogue, aussi de leur laisser choisir le moment où ils intervenaient, en leur disant, dans l'heure et demie de cette session, ton personnage doit trouver une manière d'éprouver de la tendresse pour le personnage numéro 1, de l'hostilité, de l'agressivité à l'égard du personnage numéro 2, de vouloir lui foutre une baffe, de l'ennui par rapport au personnage numéro 3. Je lui disais, ça c'est tel personnage, c'est comme ça on a construit cette histoire, à l'égard duquel il faut trouver un moyen d'avoir envie de le prendre dans ses bras, ou de lui donner une claque, ou de lui dire « ce que tu dis est très ennuyeux ». Mais je leur ai laissé le choix artistique, la liberté de trouver le moment où le faire. Donc il y a deux choses qui sont improvisées, c'est-à-dire le choix des mots et le choix des moments. C'est des choses qui sont fondamentales. Donc le casting a été quelque chose de vraiment critique pour arriver à faire fonctionner ce groupe d'acteurs comme un réel groupe, ils sont devenus ce que l'on filme, ce sont des vraies émotions, c'est des vraies pensées,
et c'est la vraie dynamique qui se passe dans ces huis clos qui durent 90 minutes. Et c'est pour ça que j'ai voulu ne pas les interrompre. Donc, le chef opérateur, qui est un chef opérateur merveilleux, qui s'appelle Luke Geispuller, qui a tourné avec Sacha Cohen Baron les films Borat et la suite des films Borat, qui a travaillé avec de grands réalisateurs de documentaires aussi. Alors, Borat, c'est un faux documentaire, mais il a ce talent d'arriver à l'épaule, d'abord à tenir 60 minutes ou 90 minutes. Certaines prises, on les a faites de 60 minutes, d'autres de 90 minutes. On a tourné avec 3 caméras, une caméra fixe qui était cachée dans la bibliothèque, et 2 caméras qui tournaient autour du groupe, à hauteur des yeux, et qui avaient ce côté... disons, documentaire qui n'est pas totalement documentaire, parce qu'il y a quand même des choses qui sont tracées à l'avance, mais où il y a un très grand élément d'imprévisible. C'est un film qui finalement s'est réalisé avec assez peu de moyens, et donc du coup, vous avez fait un casting extrêmement chirurgical, si je peux dire ça comme ça, et en même temps, ça vous a permis derrière de leur donner la plus grande liberté pour que les échanges, que le naturel revienne au galop, quoi. Évidemment, moi je suis très influencé par Cassavetes dans la manière dont il travaille en improvisation avec ses acteurs. Et je me suis dit, allons-y, on va tourner à la maison. Tracy, ma femme et les enfants se sont en fait mis à l'hôtel. On s'est mis à l'hôtel le temps du tournage. Toute l'équipe du film s'est installée dans la maison. Et c'était une expérience joyeuse et intéressante. Et effectivement, on a un salon qui est très lumineux avec 5 fenêtres où le soleil tourne et qui, je crois, fonctionne bien pour donner cette tonalité, cette ambiance du film. Authenticité finalement, parce que ce qui se dégage de la lumière que vous proposez, comme on dit, en fait, il n'y a qu'un soleil, dont on voit quelques rayons dans votre habitation parisienne, et à la finale, la lumière qui émane de ce film, c'est une lumière très naturelle et qui correspond finalement à l'authenticité des relations qui se tissent, qui se mettent en œuvre dans ce groupe finalement. On est bien d'accord. Il y a quelque chose qui... On travaille sur du temps réel, c'est-à-dire que j'ai voulu que ce soit des prises de vue en temps réel. Parfois, j'ai un peu triché, puisqu'on a fait plusieurs prises et plusieurs sessions, c'était pas 90 minutes, mais 60 minutes. Enfin, 60 minutes, c'est quand même très long. On n'est pas dans des prises de vue, des prises de 3 minutes ou de 1 minute et demie, avec 3 bouts de dialogue, et on fait le contre-champ. La manière dont ensuite j'ai monté le film est une manière très découpée, très montée, mais à aucun moment on passe au noir. C'est-à-dire qu'il y a 3 sessions qui composent le film. Quand on rentre et quand on commence avec les personnages de chaque session, il n'y a pas de hiatus dans le temps, on est dans une expérience pour le spectateur de temps réel. Et le fait d'être dans une recomposition de temps réel à partir de scènes qui ont été tournées elles-mêmes réellement en temps réel, devait s'harmoniser avec un décor qui était d'une réalité indiscutable. Coordonné. Voilà. Racontez-nous un peu de l'intérieur, parce que véritablement, c'est une expérience cinématographique dont on a peut-être moins l'habitude de consommer en salle. Dans mon précédent long métrage, j'avais commencé à faire l'expérience de tourner les scènes, d'abord en suivant très précisément les dialogues qui étaient écrits, mais de toujours donner aux acteurs une ou 2 prises d'improvisation. Et je réalisais qu'au montage, j'étais très souvent intéressé par ces prises, qui étaient les prises que je donnais aux acteurs en disant on refait, mais surtout pas avec le même texte, la même intention, mais pas les mêmes mots et pas le même timing. Et j'ai été aussi très intéressé et toujours eu envie de laisser tourner la caméra. Vu qu'on peut faire ça, on n'est plus en photo chimique, on peut laisser tourner les caméras et j'ai trouvé qu'il se passait des choses particulièrement intéressantes. Un peu difficiles parce qu'il faut se préparer à des prises qui sont où au lieu de segmenter les scènes, on tourne toute la scène en réalité. Évidemment, ça ne s'éclaire pas tout à fait de la même manière. Il y a des contraintes techniques qui sont particulières, mais j'ai trouvé qu'il se passait des choses particulièrement intéressantes quand on laissait les acteurs à la fois continuer leur scène sans leur dire « cut », sans interrompre,
et qu'on leur donnait comme mission de trouver leurs propres mots pour improviser le dialogue. Il y a des films où c'est très visible que ça se passe comme ça. Les films de Bergman, c'est très visible. Les films de John Cassavetes, c'est très visible, puisqu'il ne le cachait pas. Il y a des cinéastes auxquels on ne pense pas tellement, qui travaillent beaucoup comme ça, et je l'ai vu. Enfin, il y en a un qui est très visible et c'est très connu, c'est Mike Leigh. Quand j'étais à Londres, j'ai produit 2 films de Mike Leigh, et j'ai vu comment il travaillait justement avec ses acteurs en amont, avec une très grande préparation, comparable à celle des acteurs de théâtre, et au moment du tournage, avec beaucoup de liberté d'improvisation. Mais j'ai vu aussi, parce qu'on avait fait avec Pathé à Londres, un film avec Tim Burton avec Johnny Depp. La raison pour laquelle ses budgets dépassent et ses programmes de tournage dépassent à Tim Burton, c'est parce qu'il fait ça également. Il y a beaucoup d'improvisation dans la manière dont il a travaillé avec Johnny Depp sur de nombreux films. On ne le pense pas parce que c'est très composé en design, c'est très construit en scénario, mais si vous revoyez la plupart des films de Tim Burton, et notamment la manière dont il a travaillé avec Depp, c'est très souvent de l'improvisation. Et donc, l'improvisation se glisse beaucoup plus souvent qu'on ne le pense chez beaucoup de réalisateurs, notamment de réalisateurs américains, et de réalisateurs qui aiment travailler avec des acteurs qui sont très préparés à ça. Les acteurs de théâtre américains et les acteurs formés à la fameuse école du Actors Studio sont des acteurs qui travaillent beaucoup l'improvisation. Pas l'improvisation n'importe quoi, de l'improvisation très préparée, mais de l'improvisation quand même pour arriver à attraper quelque chose de particulièrement imprévu, de sentir le moment. J'avais été impressionné avec Paul Rassam, qui voyait régulièrement Miloš Forman, je les accompagnais, on avait déjeuné, et je me rappelle qu'un jour, Forman nous disait « Ce qui m'intéresse aujourd'hui, et en fait toujours au cinéma, c'est les moments qu'on ne peut pas répéter. The unrepeatable moments, il appelait ça. Et donc, ça a été aussi une des choses qui m'ont guidé dans les différents projets que j'ai faits, et dans celui-ci tout particulièrement, c'est d'arriver à créer des conditions de tournage où il se passe des unrepeatable moments, des moments non reproductibles. Des instants uniques, finalement. Des instants uniques. Ouais. Et que c'est une mosaïque d'instants uniques qui est en gros la méthode de tournage de ce film. Oui, ça me donne envie de vous parler de la manière dont j'ai monté ce film. Parce oui, qu'en fait, vous relancez tout à l'heure là-dessus, justement. La manière dont ce film a été monté, c'est le fait de parler de Miloš Forman qui m'y fait penser. Oui. Parce que un des exemples qu'il donnait, c'est la séquence dans Amadeus, où Mozart dicte à Salieri le Requiem, où il est à bout de force, il est malade, il est au début de ses dernières semaines, il est mourant en réalité, et du point de vue de Salieri, Salieri prend en note la composition des Requiem, qui a été tournée par Miloš Forman avec 2 caméras. Et il disait, je savais que ce serait un de ces moments qui est non réitéré, qu'on ne peut pas reproduire, qu'on ne peut pas demander aux acteurs de le faire 10 fois. Et donc, comme il savait qu'il mettait et qu'il travaillait avec ces 2 acteurs de façon très particulière pour leur permettre d'avoir ce moment qui est quand même le moment sans doute, pour moi personnellement, le plus fort, le plus touchant, le plus extraordinaire de ce film, le plus musical aussi, où on sent la musique émerger d'une interaction entre ces 2 hommes, le génie de Mozart et l'autre qui observe le génie, mais qu'il prend en note. Il se passe quelque chose de cinématographique à partir du moment où ce n'est pas Mozart tout seul qui compose à sa table en solitaire. Donc de filmer ça a été vraiment l'objectif. Mais ce que j'ai réalisé aussi, et pour en terminer avec Forman, c'est la manière dont il avait filmé la séance de groupe de Vol au-dessus d'un nid de coucou. Et il disait, ce qui est intéressant, c'est pas de monter uniquement et même prioritairement la personne qui parle, le personnage qui parle, c'est de monter les réactions sans parole
les plans de coupe, en réalité, on appelle ça techniquement. C'est de monter les plans de coupe qui permettent de comprendre les différents personnages, non pas dans le moment où ils s'expriment, mais dans les moments où ils écoutent, parce que ça en dit autant sur les uns et sur les uns et les autres, et ça raconte l'histoire d'une autre manière. Et la manière dont j'ai monté le film, qui m'avait été d'ailleurs, l'idée m'en a été donnée, parce que je me suis dit, mais comment je vais j'avais 20 heures de rush après avoir tourné, pour m'y prendre pour que ça puisse être raccord, tout ça. Puisque on n'avait pas la méthode traditionnelle qui était de suivre un dialogue déjà préécrit et que sur chaque prise, ça partait dans les mêmes directions, mais de façon en prenant des chemins qui spécifiquement étaient différents. Et la clé m'en a été donnée par le caméraman, puisqu'en fait, c'est pas par hasard qu'il est caméraman, c'est qu'il a dit, en fait, il ne faut pas être obsédé par l'image. Essaye de faire comme les réalisateurs de documentaires traditionnels faisaient, ce qu'on appelle un radio cut, c'est-à-dire de faire comme si c'était de la radio. Sans voir aucune image, tu commences par faire un premier montage, qui est le montage de la bande-son. Et c'est ce que j'ai fait et qui m'a pris en réalité 4 mois. Je me suis contraint à ne regarder aucun écran et j'ai fait tout le premier montage en aveugle, enfin pas en aveugle, mais au son. À la bande-son, je me suis pris un peu au jeu, puisqu'en fait, je me suis dit, c'est comme ça que travaillent les psychanalystes. C'est pas pour rien que les psychanalystes, dans la situation analytique un peu typique, un peu cliché, où il y a un analyste qui se positionne derrière le patient étant allongé, et où justement la parole il n'y a pas une interférence du regard dans la manière dont la parole explore un champ plus imaginaire ou essaye de passer outre des résistances qu'elle s'impose elle-même, ou que l'esprit s'impose à lui-même. Et donc je me suis dit, finalement, je suis un peu dans une posture du psychanalyste de mon propre groupe de tournage. C'était amusant. Et je suis arrivé à un résultat qui me plaisait, mais qui m'a tellement plu que je m'en suis tenu en réalité à cette architecture narrative qui était vraiment composée de tas encore une fois, comme une mosaïque de ce qui me semblait les moments à l'oreille les plus intéressants. Une sorte de pulse sonore en fait. Hein. Vous avez rajouté pièce par pièce, finalement, pour que ça ait un cheminement qui correspondait à l'émotion que vous vouliez véhiculer. Exactement. La difficulté de l'affaire, c'est que quand j'ai commencé à dire, voyons, qu'est-ce que j'ai comme image en face, j'avais en gros la moitié du film d'utilisable, ou 60% d'utilisable, parce que la caméra n'était pas sur les personnes qui parlaient. Alors même avec 3 caméras, puisque j'en avais une qui était sur l'analyste en permanence, la caméra qui était fixe et cachée dans les bibliothèques, les 2 autres caméras, comme il y a 8 membres du groupe, étaient au mauvais endroit très très souvent. Pour bien faire, il vous aurait quasiment fallu une caméra par comédien. On y avait pensé avec le chef opérateur à un moment. C'était tout à fait faisable, mais pas très intéressant. Parce que forcément un peu statique. Je voulais vraiment que la caméra soit fluide et qu'on ait ce sentiment de type documentaire. Alors a commencé 8 mois de montage de plans de coupe, en réalité. Pratiquement tous les plans du film, c'est un peu un secret de fabrication, mais finalement c'est aussi ça qui est amusant dans la manière dont ce film s'est fabriqué. J'avais mon architecture de la bande-son, auquel je ne voulais plus toucher, et en gros, 40% du film était noir. C'est-à-dire, j'avais dit, on ne peut pas utiliser ça. Et donc, j'ai été aidé d'une assistante, parce que j'ai monté le film moi-même, mais j'ai quand même été aidé. On a préparé à peu près 2000 plans de coupe pour chaque personnage, une gamme d'émotions, d'une douzaine d'émotions allant du rire, de l'éclat de rire jusqu'aux pleurs, en passant par le léger sourire, une interrogation. Une palette émotionnelle. Une palette émotionnelle qui passe aussi par l'ennui, par toutes les émotions qu'on pouvait gros catégoriser, mais qu'on a pris pour chaque personnage, donc pour les 8 personnages, les 8 membres plus le psychanalyste, en direction de chacun des autres personnages. Et donc, ça a fait une espèce
grandes bases de données, de plans Un dictionnaire émotionnel de chaque personnage. Oui, quoi. et purement par émotion, mais dirigé à l'égard de chacun des autres. Et donc, je dis, il me faut un plan de réaction de tel personnage qui regarde tel autre avec tel timbre ou tel type d'émotion. Ah, ça a été une vraie mosaïque à monter, une sorte de langage de montage très spécifique, sous l'inspiration et l'égide de Miloš Forman, qui disait, attention, il ne faut jamais oublier l'importance des plans de coupe et du personnage qui ne voit pas. Et bien sûr, c'est intéressant particulièrement parce que ce qui se passe dans les sessions de groupe, c'est exactement ça. Ouais. Quand quelqu'un parle et on est soi-même à écouter, très souvent, on arrête de regarder la personne qui parle, on regarde comment les autres l'écoutent, elle. Et on réagit à la manière de ceux qui écoutent autant que à la manière de celui qui parle, celle qui parle, la manière dont il s'exprime. Et ça fait partie de l'expérience spécifique de la conversation de groupe, où on regarde comment le group leader, le psychanalyste, écoute, mais on commence par regarder les autres. Oui, bien sûr. Et c'est comme ça que des alliances, ou des connivences, ou des méfiances se louent, ou des conflits. Quelqu'un va trouver drôle quelque chose qui est dit, l'autre va le trouver choquant, et inversement, quelqu'un va être ému et l'autre va dire « mais ça m'ennuie ». Et donc, entre les personnages, il y a une très grande interaction émotionnelle qui se passe en sous-texte de ce qui est dit par la personne qui parle. Et j'ai voulu filmer ça, en fait. Ben, en quelque sorte, c'était un petit peu le terreau que vous avez souhaité jardiner, ça. En fait, oui, c'était véritablement ça, en fait. Vous aviez besoin d'une matière intellectuelle individualisée, et finalement, vous l'avez fait matcher un peu les uns avec les autres pour qu'il y ait ces espèces de réponses émotionnelles et ces renvois. C'est pour ça que le spectateur expérimente un film de groupe de ce type-là différemment d'un film avec un personnage principal où on peut s'identifier, mais où il n'y a pas ce côté billard à 8 bandes des réactions émotionnelles de personnages auxquels on s'attache par fragments. Sur un film plus classique, où il y a un ou deux personnages principaux, où c'est très écrit de façon narrative, et où c'est filmé, où la caméra finalement dirige le regard du spectateur pour observer et le pousser à s'identifier à un ou deux des personnages. On est là dans une expérience de spectateur totalement différente. Un film comme 12 Angry Men, 12 hommes en colère, et typiquement c'est un grand film de référence de huis clos de groupe, où ce n'est pas à un personnage qu'on s'identifie en particulier. Alors peut-être Henry Fonda, qui est le personnage charnière, qui dit peut-être que ce garçon n'est pas coupable mais innocent, alors que tout le monde disait il est coupable, c'est fini, c'est plié en 5 minutes. Et tout le film s'organise autour de ça, avec un effet de domino des uns par rapport aux autres. Mais c'est je dirais, des dominos fragmentés, et qu'on peut tout à fait, en tant que spectateur, avoir une connexion et s'identifier d'abord au premier personnage, ensuite au second, ensuite à un troisième, ensuite à un quatrième, parce que ça correspond à des moments de vie, à des émotions particulières auxquelles on a une connexion personnelle. Et donc, c'est ça que j'ai trouvé, c'était ça l'objectif de ce film, c'est d'arriver à filmer et à donner au spectateur une expérience qui soit une expérience de jeu, de fragments d'émotions qui lui permettent d'être à la fois dans une immersion complète dans cette expérience de groupe, et en même temps, plutôt que de la vivre de façon douloureuse, de la regarder. C'est-à-dire, et c'est comme ça que fonctionne d'une certaine manière la thérapie, ou le théâtre depuis très longtemps. Le principe de la catharsis chez les Grecs, c'est ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de réellement tuer son père et d'épouser sa mère pour pouvoir vivre de façon réellement émotionnelle l'histoire d'Oedipe, pour prendre une histoire qui a quand même beaucoup de résonance dans le monde des psys. Oui. La manière dont les anciens Grecs, d'après ce qu'on peut en savoir, vivaient les pièces de théâtre était une manière de quasi-transe collective. On sous-estime l'état psychologique, émotionnel qu'a créé le théâtre classique en Grèce. On ne le comprend pas en réalité parce qu'on est dans une autre culture.
Mais des grands films ont créé dans des grandes salles de cinéma ces moments de collectif, d'émotions collectives profondes, intenses, où les gens ont, à mon avis, tort de dire « Ah, le cinéma, c'est en anglais, escapism, c'est du divertissement. » Alors, c'est très bien, moi je suis très pour le divertissement, c'est très bien, mais c'est plus que du divertissement. Oui. C'est les films qui marquent, ce sont des moments où on se retrouve soi-même dans des personnages qui sont très différents de soi-même. Mais il y a quand même une identification Mais forte. il y a une identification très forte. Ce qui est intéressant avec les films de groupe, oui, notamment qui jouent sur l'improvisation, Oui. c'est que ça ne se passe pas de façon linéaire avec un personnage, voilà, mais ça se passe de façon fragmentée. Et collégiale. Exactement. Oui. Alors, on n'a pas évoqué un mot très important, c'est le mot musique. Puisqu'évidemment, la musicalité en fait, de ce groupe véhicule aussi une certaine musique, une atmosphère, on va dire. Parlez-nous un peu de cette approche et comment finalement le rôle que joue la musique dans ce film. Alors, la musique, il y a deux musiques, finalement. Il y a la musique des paroles et la musique, musique. Oui. Donc, en fait, il y a très peu de musique, vu qu'elle sert à scander les différentes sessions. Elle sert d'introduction et de transition entre les sessions et de clôture du film. Et j'ai été dans des musiques très classiques de Beethoven et de Debussy. J'ai voulu surtout m'intéresser à la musique de la parole, de la conversation. Je l'ai dans le film d'ailleurs, il y a un moment où le personnage, qui est mon personnage, vu qu'il y a une partie autobiographique, qui est le personnage qui joue le rôle du réalisateur qui veut faire l'expérience de thérapie de groupe, qui vient se mettre dans ce groupe, dit « Je voudrais attraper la musique que fait votre conversation ». Et quand il dit ça, deux des membres du groupe disent « Non, en fait, c'est notre âme que tu veux voler. En voulant prendre notre musique, tu nous prends notre âme, notre esprit, notre spirit. » C'est un peu comme les premiers photographes, vous êtes photographe, qui allaient dans des groupes de population qui n'avaient jamais vu la photographie, où ils avaient l'idée que la photographie leur volait leur âme. Oui. Et ça, j'ai trouvé que c'était spécialement intéressant, parce que, évidemment, ça déclenche des réactions très très fortes. Et c'est vrai qu'il y a une tonalité très particulière de la conversation de groupe, parce que ce n'est pas une conversation de dîner mondain, ça ressemble un petit peu, puisque c'est conversationnel. Mais la règle du jeu, c'est que l'on dit tout ce que l'on pense sans agir, c'est-à-dire on doit rester sur son siège. Si on a l'envie de donner une claque à quelqu'un, on lui dit « j'ai envie de te donner une claque ». C'est insupportable, j'ai envie de te couper la tête. On doit le dire. Et évidemment, la personne va réagir, mais n'a pas le droit de se lever en disant « si tu veux me donner une baffe, moi je vais t'en donner une ». Et la manière dont, à la fois les deux personnes qui peuvent s'affronter comme ça, et on le retrouve dans le film, réagissent, est particulièrement, évidemment dramatique et donc filmable, mais aussi stimulante pour les autres personnages qui sont là. Comment ils gèrent l'explosion d'un conflit comme ça, ou l'explosion d'une tendresse avec deux personnages qui veulent s'embrasser ou qui ont du désir sexuel l'un pour l'autre. La règle du jeu, c'est qu'on le dit. Et donc, quand on a un de nos personnages qui dit qu'il éprouve du désir pour le personnage de Rebecca, c'est pas quelque chose qui se passe dans la vraie conversation de tous les jours, dans les dîners. On n'est pas censé dire ça. Dans les dîners, les règles de politesse font qu'on dit certaines choses, on essaye d'être drôle, d'être intéressant, de dire des choses qui ne sont pas trop barbantes, mais il y a beaucoup de filtres, forcément. Ce qui n'est pas le cas pour le coup de ce projet. Et donc, la règle du jeu des groupes et la règle du jeu de ce film, c'est que l'on dit les choses qu'on ne dit pas ni en famille, ni avec ses amis, on le dit sans filtre, mais en apprenant
à doser soi-même jusqu'où on peut aller dans l'intensité émotionnelle de ce qui passe sans filtre. Ça, c'est un véritable message, hein, pour le coup, parce que se désinhiber dans ces proportions-là et finalement partager cette expérience, et comme vous l'avez très justement évoqué en début d'interview, où vous avez donné une trame de réflexion à ces acteurs et ces actrices, mais par définition, elles se révèlent toutes et tous, parce que le naturel revient systématiquement, et indirectement, des émotions sont orientées, et véhicule forcément d'autres émotions, des partages émotionnels, et c'est ce qui fait toute on va dire, la racine de ce film, elle est là, quoi. Oui. Le docteur Zeissel, il dit, ce qui se passe en groupe, c'est ce qui se passe dans notre film, c'est qu'on est dans un gymnase des émotions, on se pousse soi-même dans des émotions inconfortables, mais on expérimente les limites de ce qu'on peut tolérer. C'est quel degré de vérité émotionnelle peut-on tolérer chacun en soi et dans les autres? Automatiquement, on a quand même une posture où intellectuellement, on peut se ressentir de tel ou tel personnage, ce qui est quand même un peu évident, puisque la palette que vous nous donnez à voir offre forcément une forme de résonance personnelle. C'est pas l'objectif du film, ça n'a jamais été un objectif, disons, moralisateur de ce côté-là, oui. Mais il y a deux phénomènes fondamentaux dans nos sociétés aujourd'hui. L'un, c'est la solitude, et qui est une sorte d'épidémie dans les pays, notamment dans les pays riches, les plus développés, une sorte d'épidémie de solitude qui a commencé avant le Covid, mais qui s'est aggravée avec le Covid. Ça, c'est quelque chose de très spécifique à notre époque, à l'époque des réseaux sociaux, où il y a des connexions qui ne sont pas artificielles, mais qui sont quand même virtuelles. Qui sont virtuelles, qui passent par les écrans, et qui ne sont pas la rencontre de deux personnes autour d'une table. La deuxième chose, c'est devenu un des composantes importantes de savoir comment est-ce qu'on fait pour gérer cet élément de solitude, et cet élément de solitude qui a été aigu pendant la période du confinement. Un personnage du film se retrouve enceinte d'un homme qui n'était pas tout à fait celui qu'elle comptait avoir comme partenaire à cause de cette sorte de désespoir de solitude dans laquelle elle s'était trouvée. L'autre chose, c'est la manière dont, et on trouve là Schopenhauer. Schopenhauer est très très mal compris la plupart du temps. Une des grandes trouvailles de Schopenhauer, c'est ce qu'il appelait dans le langage ancien de la compassion, aujourd'hui on dirait de l'empathie, c'est comment on peut arriver à échanger, d'avoir des conversations qui soient à la fois authentiques, intéressantes, profondes, intenses, y compris dans la provocation, avec des gens dont on est proche, sans aller dans une violence, c'est-à-dire toujours en restant, en évitant justement ces débordements auxquels on assiste dans la société aujourd'hui, de violences verbales qui sont sur les réseaux sociaux partout. Le fait d'être dans une pièce et de savoir qu'on va se retrouver dans la même pièce chaque semaine, à la même heure, fait que la règle du jeu est que l'on dit tout ce que l'on veut dire à quelqu'un, mais qu'il y a quand même une forme d'autorégulation. D'ailleurs, elle a lieu par le groupe lui-même. Ce n'est pas un personnage qui se dit « il ne faut pas que j'aille trop loin », c'est que les autres disent « attends, calmos, on est tous ensemble dans cette opération-là, on est tous dans la même barque, on doit se dire des choses qu'on ne se dirait pas autrement, que les amis même n'osent pas se dire, que les gens en famille n'osent pas se dire. Ici, on se donne la liberté de le dire, mais on a aussi la responsabilité d'avoir de l'empathie pour notre propre groupe. Et c'est ça que j'ai voulu filmer. Finalement, c'est un peu l'enseignement du film. Oui. C'est cette dimension très respectable que, en groupe, on peut arriver à avoir une espèce de réflexion un peu donc collégiale, collective, qui permet finalement d'harmoniser un peu la pensée par certains aspects, on est bien d'accord. La pensée et les émotions d'agressivité, toutes les émotions. Voilà. Et c'est cette forme de régulation. Ce qu'il y a d'intéressant, réellement intéressant, c'est que ce n'est pas
quelque chose de volontaire, c'est quelque chose qui se passe de façon spontanée dans un groupe qui est Naturel. quand même bien naturel, qui est bien régulé par un professionnel dont c'est le métier, parce que c'est un métier, et c'est une forme d'art aussi, de pouvoir être un bon thérapeute de groupe. Quand ça part en vrille, ça part toujours en vrille à un moment, et il faut qu'il y ait le bon capitaine à la barre, médiateur, qui permette de faire cette médiation, qui permet d'aider à cette régulation, à ce que le groupe trouve son autorégulation, mais disons le tienne par la main dans son autorégulation. Alexis, j'ai envie de vous poser justement une question un peu plus d'ordre philosophique. On arrive au terme de cette interview. Ce film, qu'est-ce qu'il dit de vous? Il dit sans doute que j'ai le droit de partager le même monde que mon père. C'est un film qui parle beaucoup de paternité. On rappelle et de filiation. Que votre papa était psychanalyste. Donc mon père étant psychanalyste, j'ai voulu séparer son monde et le mien. En réalité, son monde m'a influencé. En faible partie, les enfants essayent d'influencer leurs parents aussi, ou en tout cas de communiquer avec eux. Ce qui a été le cas, puisqu'en fait j'ai fait des études de philosophie. Lui n'en avait pas fait, mais il était très intéressé. Il était intéressé par la philosophie et le cinéma, et finalement, c'est le monde dans lequel j'ai évolué. Et je pense à mes enfants, puisqu'en fait, quand on fait un film où il y a beaucoup du moteur narratif que j'ai transmis à ces personnages, tourne autour de leur relation avec leurs parents, mais aussi, inévitablement, avec leurs enfants. Et donc ça, c'est quelque chose que je trouve qui me motive et qui est une source d'inspiration particulière, parce que j'ai été père un peu tardivement, mais de façon très pleine. Et c'est mes enfants d'ailleurs qui, dans la première minute du film, apparaissent dans la rue de New York, dans un des rares plans qui sont les plans extérieurs. Vous cherchez aujourd'hui d'ailleurs un distributeur, on lance un appel solennel aux distributeurs français qui seraient éventuellement intéressés par visualiser ce film et le distribuer en France. Donc on rappelle donc cette expérience, parce que ça met en éveil des choses en soi, et cette thérapie indirectement de groupe, elle s'agrandit un peu à la salle de cinéma finalement, quoi, hein. On participe un peu indirectement à ce projet-là. C'était pas l'objectif, mais c'est le résultat. Bon, c'est donc une belle conséquence, voilà. Alors on rappelle le titre, donc ça s'appelle Groupe, The Schopenhauer Effect, d'accord, tiré d'un livre dont vous allez rappeler donc l'auteur et le titre, voilà, Irving Yalom, et donc le titre initial c'était donc The Schopenhauer Cure, la voilà, méthode Schopenhauer. C'est ça, et donc c'est ce qui a inspiré ce projet, hein, concrètement. Il y a une petite tradition à la radio du cinéma, je vais vous demander de me donner votre film préféré, votre musique de film préférée et votre réplique de film préféré. Alors les films, je ne peux pas en avoir un. Je vais vous en citer deux. Bon. Le premier, c'est Vertigo de Hitchcock, parce que c'est un film qui, comme certains livres, a une force hypnotique. Il joue sur une auto-hypnose du personnage, qui fait qu'il ne sait plus à qui il peut faire confiance, il ne sait pas s'il peut se faire confiance à lui-même, et il y a des multiples vertiges, et j'ai toujours trouvé que c'était un des films les plus réussis de Hitchcock. C'est un chef-d'œuvre de montage, c'est un chef-d'œuvre cinématographique, mais c'est un film qui se lie qui se voit et qui a cet effet d'expérience pour moi. C'est-à-dire que je me rappelle très bien comment j'ai vu ce film-là. Les films, c'est intéressant, les films qui marquent, on se rappelle très bien où on les a vus, comment on les contextualise. Oui, et je l'ai avec Vertigo. L'autre, c'est Opening Night de John Cassavetes. Perhaps I could write a funny line for you. She's very alien to me. And I would pray that I could have something to say that would make sense. Une de vos références. Qui est une grande référence, et un film qui m'a surpris parce que quand je m'étais dit, d'abord c'est un film inachevé, il y a toujours quelque chose d'assez intéressant que ce soit les œuvres musicales ou les romans ou les films qui sont censés être inachevés, qui sont souvent parmi les plus accomplis.
c'est une sorte de tendresse que j'ai pour ce paradoxe qui est comment est-ce que j'ai pu, au moment où j'ai vu ce film, je devais avoir 20 ans, m'identifier à un personnage d'une actrice vieillissante. Et je me suis dit, ça c'est quand même quelque chose que le cinéma autorise, mais en effet, qui est que quand on est un garçon de 20 ans du milieu de Paris, on arrive à s'identifier, mais complètement, on se retrouve dans la peau d'une actrice de 55 ans qui essaye de se battre pour se réapproprier, pour que son projet, pour réécrire en réalité son rôle. Et elle se bat contre son metteur en scène, contre la scénariste, elle se bat contre tout le monde pour pouvoir exister de façon maladroite. Elle voit apparaître, elle boit trop, elle voit apparaître des fantômes, ça part dans tous les sens. Et au dernier moment, elle arrive à reprendre les choses d'une façon inventive, originale, créative, extrêmement touchante. Et je me suis dit, il y a quelque chose de merveilleux que je puisse être aussi touché par le rôle de cette femme. Merci. Pas le personnage de cette femme. Merci. Alors, parlons musique. Donc, votre musique préférée? Musique préférée, c'est vraiment difficile à dire parce que la tentation est d'aller vers le Guépard de Visconti. Mais je reviendrai spécifiquement sur la scène du Requiem dans Amadeus. Parce que là, on voit non pas la musique accompagner le film, mais on voit le film finalement filmer l'émergence d'une composition musicale. Et alors là, il se passe quelque chose de rare et d'extraordinaire, où tout d'un coup, il y a de la musique vivante telle qu'elle est composée par Mozart, recréée par Forman dans cette scène extraordinaire. Second measure, fourth beat, D. Maledictis. All right. Yes, continue. Second beat of the fourth measure, on F. Et pour finir, donc, je vais vous demander votre réplique préférée. It's the beginning of a beautiful friendship. C'est la fin de Casablanca, c'est le début d'une grande amitié entre les ennemis qui se sont regardés en chien de faïence. It's the beginning of a beautiful friendship. Parce que c'est imprévu. Le personnage du policier français qui a essayé de traquer le personnage de Humphrey Bogart, tout d'un coup, il prend une dimension à la fois humaine et philosophique, qui est de dire, ben voilà, finalement, on est dans le même camp, on se comprend et on va devenir amis. Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship.